Merz, le chancelier de l'Allemagne, arrivant à la Maison-Blanche le 18 août. Il fait partie de la délégation européenne qui accompagne Zelensky dans sa rencontre avec le fameux Donald Trump. Beaucoup plus important que celui de la Chine, derrière les États-Unis, mais pas si loin. D'un instant à l'autre, Donald Trump reçoit également dans quelques minutes Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il va proposer à l'Ukraine le plan qu'il a envisagé avec Vladimir Poutine? Les Européens seront-ils en capacité de dire à Donald Trump qu'il n'est pas question d'accepter l'inacceptable? On verra qui a les cartes en main ce soir et qui pourra gagner ce bras de fer. Trump-Zelensky, certains parlent d'un match retour après l'affrontement verbal extrêmement violent fin février dans le bureau ovale, mais on sent que l'état d'esprit est différent ce soir. Trump a offert des garanties de sécurité inédites à l'Ukraine, être protégé comme un pays de l'OTAN. Zelensky a salué une décision historique, ce n'est pas rien, loin de là, mais on verra ce soir jusqu'où le président américain est prêt à aller pour préserver l'intégrité du territoire ukrainien. À la Maison-Blanche, dans l'ordre protocolaire, le chef de l'État, le dirigeant le plus ancien à la table des négociations, arrive en dernier, accueilli par Monica Crowley, la chef du protocole américain, Emmanuel Macron, qui fait partie des leaders les plus offensifs, avec Londres, qui défend évidemment coûte que coûte, jusque-là infranchissable. Donc en fait, le piège que tendent depuis des mois, des années, les Russes, c'est d'essayer d'expliquer que c'est inéluctable et donc il vaut mieux laisser le Donbass, sauf que non, parce que cette ligne de défense, elle protège les grosses villes de Poltava, Métro, Kharkiv, et pourquoi pas en poussant ensuite après Kiev. Donc en fait, il est impossible pour les Ukrainiens, d'un point de vue constitutionnel d'une part, de toute façon, de signer un quelconque papier. Zelensky ne signera aucun papier entérinant. C'est une certitude, voilà. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ensuite, admettons un cessez-le-feu et des négociations sur la question de la ligne de front, ça appartient aux Ukrainiens d'en discuter, mais sur ce point de Donetsk, ce n'est pas possible. Et de surcroît, parce que les soldats qui sont sur cette ligne depuis 2014, ils ne lâcheront jamais tant ils savent que c'est vital pour tout le reste de l'Ukraine. Donc ensuite, comme Poutine n'arrive pas à conquérir militairement cette affaire, il essaye de le récupérer évidemment d'une autre manière. Mais grosso modo, tous les militaires qui en parlent expliquent que si on lâche Donetsk, c'est un tremplin pour la future agression de toute façon. Donc en fait, ce n'est à bien des égards, cette affaire de Donetsk, ce n'est pas possible. Bonsoir Hugo. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Alors ce soir Hugo, on pose toutes les options sur la table, même la moins probable. La première option, l'Ukraine adhère à l'OTAN. Ben oui, c'est l'option la moins probable, Marie-Aline. Écartons-la d'emblée. Donald Trump la rejette en bloc. Hier encore, il a écrit en lettres capitales sur son réseau: l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Certaines choses ne changent jamais. Et sans l'appui du premier contributeur au budget de l'Alliance, disons-le tout net, la candidature de l'Ukraine n'a aucune chance. Et c'est aussi une ligne rouge pour la Russie depuis toujours. Moscou n'acceptera jamais un accord de paix avec une telle contrepartie. Deuxième option, Hugo, celle d'une garantie proche de l'OTAN, mais sans adhésion formelle à l'OTAN. Oui, et c'est l'option inattendue que Donald Trump a mise sur la table ce week-end, saluée par certains Européens, dont Giorgia Meloni. Elle sera discutée dans quelques instants entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens qui viennent donc d'arriver à la Maison-Blanche. Il s'agirait donc d'un mécanisme de défense collective inspiré de l'article 5 du traité de l'OTAN, mais sans adhésion de Kiev à l'Alliance. Ce compromis aurait été arraché à Vladimir Poutine lors du sommet de vendredi dernier en Alaska. Alors, que prévoit exactement cet article 5 ? Eh bien, il dit qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs parties sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, assistera en prenant aussitôt telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée. En cas de nouvelle
nouvelle attaque donc contre l'Ukraine. Après accord de paix, bien sûr, les membres de l'Alliance s'engageraient donc à lui porter assistance. Hugo, est-ce à dire qu'en cas de nouvelle offensive, il y aurait cette fois une confrontation directe avec la Russie? Eh bien non, pas nécessairement. Et c'est la question que les Européens vont tenter de clarifier. Jusqu'où s'engageront les États-Unis? Et les termes juridiques ont toute leur importance, on l'a déjà traité sur ce plateau, mais le traité de l'OTAN induit en fait que chaque pays membre est libre de déterminer la façon dont il souhaite riposter. L'option d'une confrontation directe n'est donc pas automatique. Les États-Unis ont d'ailleurs toujours été très clairs sur le fait qu'ils n'enverront jamais de soldats américains en Ukraine. Et selon ce principe, Washington pourra toujours faire valoir cette doctrine. En Europe, l'assistance aurait plusieurs niveaux. En fonction des moyens de chaque État, certains enverraient des troupes sur le territoire ukrainien, d'autres apporteraient un soutien logistique, des livraisons d'armes ou des moyens de défense antiaérienne. Cette configuration apporterait aussi à Kiev le parapluie nucléaire de l'OTAN, comme le rappelle cet ancien secrétaire général assistant de l'Alliance. Le fait que le Royaume-Uni et la France soient des puissances nucléaires est en soi dissuasif. Toutefois, cela ne va pas sans inconvénient. L'ancien commandant suprême de l'OTAN, Jean-Paul Poloméros, n'y croit pas. Ce mécanisme reviendrait à une adhésion de fait à l'OTAN, inenvisageable sans s'attirer le courroux de Moscou. Écoutez. L'article 5, il engage collectivement les pays de l'Alliance sur la notion de légitime défense individuelle et collective. Ça ne peut exister, l'article 5, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, qu'au sein de l'OTAN. Donc on voit bien que c'est là l'épine pour Poutine, c'est qu'il ne faut absolument pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, et c'est pour ça que je disais qu'il n'acceptera pas une condition qui pourrait permettre à l'Ukraine de rentrer de facto dans l'OTAN. Vous imaginez une force puissante qui soit prête à défendre une Ukraine souveraine, mais c'est le cauchemar pour Poutine. En clair, si l'assistance à l'Ukraine se limite finalement à un soutien matériel et financier, cette garantie de défense n'irait dans les faits pas plus loin que l'aide que les Occidentaux apportent déjà à Kiev depuis le début du conflit. Reste l'option d'une force de réassurance défendue ardemment par Londres et Paris. De quoi parle-t-on? Eh bien, c'est l'option sur laquelle les Européens travaillent depuis février avec la coalition des volontaires. Cette force serait composée d'une trentaine de pays emmenés par Paris et Londres. Alors, que prévoit la mise en place de cette force? Eh bien, tout d'abord, une armée ukrainienne forte, avec notamment de la formation et du soutien pour lui permettre, je cite, de se régénérer. Ensuite, des moyens aériens pour protéger le ciel ukrainien et le trafic en mer Noire. Et enfin, quelques milliers d'hommes seraient déployés. Ces soldats seraient non pas envoyés au front, mais postés à l'arrière pour dissuader la Russie. On écoute Emmanuel Macron hier soir. Plusieurs États sont prêts à le faire, de la formation à la logistique jusqu'à la présence dans des zones non chaudes, c'est-à-dire pas sur la ligne de front, pas dans des territoires contestés, mais d'avoir une présence de forces alliées aux côtés de l'Ukraine. Toutefois, ce dernier point divise les Européens. Plusieurs capitales pointent des risques à déployer des troupes sur le terrain ukrainien sans le filet de sécurité américain, le fameux backstop, condition à tout engagement de leur part. Ceux qui ont les gros bataillons au sol en Europe ne veulent pas y aller. Varsovie et Berlin pour l'instant disent non. Hormis les Français, il n'y a pas grand monde au sein de l'Alliance qui sait penser une action militaire sans les Américains, pas même les Britanniques. Enfin, l'histoire montre que ce type d'accord n'est pas une assurance vie. Jean-Paul Paloméros encore rappelle que la Russie a déjà trompé Kiev en 1994. Écoutez. Les accords, si on regarde dans le temps, à part l'Alliance Atlantique depuis 1949, il y en a très peu qui ont tenu la route. Et les Ukrainiens sont bien placés pour savoir qu'à Budapest, en 1994, on leur avait promis une non-agression contre leur capacité nucléaire. Ils s'en souviendront et je pense qu'ils ne tiendront pas pour qui les Russes, même si les Russes acceptaient d'une manière ou d'une autre une présence. Merci beaucoup. On attend évidemment l'arrivée de Volodymyr Zelensky d'un instant à l'autre. Oui, d'une minute à l'autre, et on a une position extrêmement privilégiée. On est pile en face de cette porte de l'aile ouest dont les portes viennent d'être ouvertes il y a quelques minutes justement. On a vu les porte-drapeaux se mettre en place de manière très millimétrée il y a quelques instants. Et puis surtout, on est des centaines de journalistes ici, réellement. C'est assez impressionnant à voir. Les chefs d'État sont arrivés avec en plus chaque délégation, et donc il y a énormément de monde stationné ici devant l'aile ouest.
l'ouest où Volodymyr Zelensky devra arriver dans quelques instants, les yeux rivés sur ce que va être cette première poignée de main, parce que Donald Trump va sans doute venir accueillir Volodymyr Zelensky à l'entrée, hein, comme il l'avait fait la dernière fois, et on se souvient de la petite phrase qu'il lui avait dite à l'époque. Il lui avait dit vous êtes mis sur votre 31, et c'était déjà peut-être perçu à l'époque comme une petite pique faite au président ukrainien et à sa tenue, la tenue de Volodymyr Zelensky évidemment qui va être scrutée. Tout ça va être décrypté, analysé très minutieusement. Toutes les chaînes de télévision sont en direct et on attend d'une minute à l'autre l'arrivée du cortège de Volodymyr Zelensky. Hélène Bonnet avec Morgan Pope devant la Maison Blanche. Il est pile 19h.